Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est le résumé de l'info du vendredi 18 juillet 2025. Alors, Monsieur Trump vraiment s'est fait happer par les néoconservateurs républicains. C'est fini. Il est apparemment, parce qu'on ne sait jamais avec lui, mais il est apparemment complètement dans leur sphère. Et l'un de ces néoconservateurs américains, sénateur, a fait une déclaration absolument incroyable. Regardez. Écoutez ça, c'est absolument incroyable. On va entendre un acteur politique très important. Vous êtes avec nous, Jérémy Steen, monsieur le sénateur. Bonsoir. Alors, vous me Bonsoir, direz, Monsieur c'est Rochepin, je suis absolument ravi d'être incroyable. avec vous parmi les bayous de la Louisiane. Merci beaucoup. Vous êtes Jérémy Steen, sénateur de Louisiane. Vous êtes républicain. Vous faites partie de cette majorité du président Trump républicaine. Est-ce que vous dites ce soir que la pression va monter, militaire aussi, sur la Russie si la Russie ne respecte pas l'ultimatum de 50 jours que le président Trump lui a donné? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, on veut la paix. Nous, les Américains, les États-Unis, d'ailleurs, tout le monde, on veut la paix. Alors, le problème, c'est que Poutine, Monsieur Poutine, c'est un voyou. C'est un thug, comme on dit aux États-Unis. Et on commence à perdre beaucoup de patience avec ce mec-là, avec ce thug. Comme j'ai dit, c'est un voyou. Dès que Trump raccroche le téléphone, il commence à bombarder l'Ukraine. Nous voulons la paix en faisant la guerre. En fait, c'est comme d'habitude. Enfin, oui, moi, moi, j'ai connu ça il y a déjà 53 ans au Vietnam. Et depuis toutes les guerres qui se sont passées depuis la guerre du Vietnam, ça a toujours été des guerres de paix pour les Américains. Oui, enfin bon. Sauf que bah, les guerres, d'ailleurs, ils les ont perdues. Bon, enfin bon, ça c'est. Et en même temps, ils ont massacré des populations et des populations. Voilà, mes chers abonnés, c'est le résumé de l'info numéro 13. Oh là là, ça va peut-être porter malheur, ça. Numéro 13 du 18 juillet 2025. À bientôt. Au revoir. Et bien sûr, ce qui se passe en Ukraine et pour l'Ukraine, la situation devient au plan militaire de plus en plus critique. Il y a une intensification très claire, très nette des opérations russes. Trump est évidemment furieux, n'est-ce pas? Et comme il est furieux, il vient de lancer, comme si ça pouvait servir à quelque chose d'autre que d'énerver un tout petit peu plus Moscou, il a lancé un ultimatum en expliquant qu'il fallait un accord sous 50 jours, sinon il appliquerait 100% de droits de douane aux pays commerçants avec la Russie et à la Russie bien sûr. Alors bon, en ce qui concerne le commerce entre les États-Unis et la Russie, il n'y en a pas lourd, il y a surtout de grandes perspectives ouvertes aux hommes d'affaires et aux entreprises américaines par une éventuelle détente de la relation américano-russe, mais c'est quand même très compliqué de savoir ce qui se trame véritablement. En tout cas, cette annonce de Trump est tragicomique parce que il fait de nouveau comme si les États-Unis étaient non pas une partie au conflit, ce qu'ils sont quand même indirectement et depuis fort longtemps, et même directement dans l'armement au sens militaire du terme de beaucoup de matériel militaire disposé en Ukraine. Donc Trump fait comme si les États-Unis étaient extérieurs au conflit et étaient juste d'aimables médiateurs, n'est-ce pas? Alors qu'il est partie prenante, qu'il est en plus hautement responsable de la ligne Kellogg, qui est une ligne complètement utopique et qui est faite pour entretenir la guerre, mais qu'il a laissé s'imposer au détriment d'une ligne beaucoup plus réaliste qui était celle de son envoyé spécial Steve Witkoff. Donc il a choisi
d'entraîner les États-Unis dans l'impasse actuelle et donc de faire s'arrêter toute discussion sérieuse avec la Russie et bien sûr avec l'Ukraine sur un possible apaisement du conflit. Donc voilà. S'il avait arrêté le soutien militaire à Zelensky, il a fait mine de le faire il y a quelques semaines, mais c'est déjà reparti dans l'autre sens. S'il l'avait mis de côté politiquement, en lui expliquant qu'en gros, il était maintenant véritablement contre-productif pour les intérêts de son pays, et s'il avait remis les Européens aussi complètement va-t-en-guerre et ridicules dans leur boîte, on serait déjà en train de s'approcher sérieusement d'une fin des combats aussi meurtriers qu'inutiles qui font rage dans le pays, mais aussi en Russie, depuis 3 ans et demi maintenant. Puisque vous le savez, donc on a eu cette série d'annonces de la part à la fois d'un côté américain de Donald Trump et puis français d'Emmanuel Macron et du chef d'état-major, le général Burkhardt, pardon. Alors on va commencer par le maître, par les États-Unis. Alors Donald Trump nous avait dit lundi, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être des annonces terribles parce que je commence à en avoir marre de Poutine. Il nous a joué un peu le mauvais Colombo en nous disant voilà, je l'ai au téléphone, ça se passe bien, puis après il frappe, je rentre chez moi, j'en parle avec Mélania, j'en parle avec ma femme, enfin bon bref, on avait l'impression de voir, je le disais, un mauvais épisode de Colombo. Donc aujourd'hui, la réalité, encore une fois, c'est que au début de cette annonce qui devait être fracassante, ce qui est fracassant, c'est le délai que donne Donald Trump pour réfléchir à des sanctions contre la Russie, puisqu'il nous disait que ça devait avoir lieu là immédiatement sous 15 jours, et en fait il nous donne un délai maintenant de 50 jours, ce qui nous amène à la date symbolique du 2 septembre. Je dis symbolique parce que le 2 septembre prochain, on va fêter les 80 ans de la fin de la guerre en Asie. On va commémorer la capitulation japonaise dans la rade de Tokyo sur le pont du cuirassé Missouri. Et capitulation qui est bien évidemment le fruit des efforts américains, britanniques dans la région, mais aussi soviétiques à partir du 9 août 1945, avec notamment la conquête de la Mandchourie par l'armée rouge à travers une opération absolument brillante, tempête d'août. Et donc on se dit, tiens, il donne cette date-là parce que peut-être pense-t-il qu'à cette date-là, de manière symbolique, la guerre en Ukraine sera également terminée. Mais en tout cas, le délai de 50 jours va bien évidemment permettre à l'armée russe de continuer à la fois ses frappes sur le pays et sur les infrastructures à la fois électriques, énergétiques en général, et puis ferroviaires et industrielles, et puis bien sûr de continuer à progresser, comme on va le voir, sur le terrain. Donc c'est complètement infantile, si vous voulez. D'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué dans la mondoscopie de la semaine dernière, en même temps, les États-Unis, discrètement, viennent de lever des sanctions qui les intéressent, qui les concernent, contre des banques russes qui traitent dans le domaine énergétique, nucléaire, enfin tout ce qui touche la banque de Rosatom, mais aussi des banques plus commerciales, plus directement commerciales. Donc, pourquoi ? Parce que les États-Unis ont besoin d'un certain nombre de matières premières russes pour leur centrale nucléaire. Bon. Donc en fait, le commerce russo-américain, dans certains domaines, va bon train. C'est comme au tout début des sanctions, au tout début de l'intervention militaire spéciale, où, comme par miracle, n'est-ce pas, quelques responsables du Rusal, société d'aluminium russe, avaient été d'abord mis sous sanction et puis précipitamment retirés parce qu'on était en train, à Washington, de discuter avec eux et que ça faisait quand même très mauvais effet qu'ils ne puissent même pas se déplacer. Bon, donc, si vous voulez, tout ça est tragicomique, voilà, je pense que c'est vraiment le terme. En plus, en même temps, Zelensky, qui est prêt à vendre son pays à la découpe, tout pour ne pas être sacrifié ou pour se faire dégager, vient de permettre à 2 fonds d'investissement américains de prendre le contrôle d'un terminal d'exportation de céréales important à Odessa, qui s'appelle Olympex. Bon, ça c'est le Financial Times qui le dit, c'est pas des sources russes. Mais en fait, demain,
ce sera la Russie qui va être en situation de pouvoir protéger ou mettre en danger ses avoirs américains, devenus américains. Bon, donc on se demande un peu à quoi joue Trump. Est-ce que c'est une mascarade pour la galerie, d'autant que l'envoyé russe des négociations au départ, Kirill Dmitriev, qui s'occupe du fonds souverain russe, des investissements souverains russes, a dit que le dialogue se poursuivait. Donc, est-ce que c'est une mascarade? Est-ce que Trump joue l'énervé et en gros donne 2 petits mois à Vladimir Poutine pour faire ce qu'il veut et avancer suffisamment en Ukraine pour que même les Européens conviennent qu'il est temps de mettre les pouces? De toute façon, il ne peut pas l'empêcher d'avancer. Les États-Unis ne peuvent pas, dans leur état actuel et aussi bien politique que militaire, empêcher la Russie d'avancer en Ukraine. Et puis, ce qu'on voit, bon, mais ça c'est très très grave, c'est que malheureusement, depuis tous les espoirs qu'on a pu avoir, moi y compris au début du second mandat de Trump, mais il a été complètement repris, englué, embourbé dans les sables mouvants néoconservateurs, hein, ça c'est évident, et c'est assez pathétique. L'État profond a vraiment repris la main, encore une fois, et Trump s'est laissé faire. Non, il s'est clairement passé quelque chose. Donald Trump avait toutes les cartes en main pour faire des États-Unis. Il aurait toujours gardé une vision impériale des États-Unis, mais avec une vision beaucoup plus réduite, peut-être américaine. Je pense que même il avait un peu surpris tout le monde, mais quand il part du Groenland, quand il part du Panama, du canal de Panama ou du Canada, il se focalise dès le début sur le continent américain. Il a cette vision impériale, mais on aurait pu imaginer qu'il avait compris ce qui se passait dans le monde, cette émergence du monde multipolaire, cette domination de plus en plus flagrante des Asiatiques, notamment des Chinois, dans le domaine de la recherche et du développement, de la technologie, cette résistance de la Russie qui a été capable de déloger les États-Unis de la Syrie, même si les Américains y sont revenus par la suite, mais on en reparlera, mais qui tient fort en Ukraine contre l'OTAN quand même. Donc ce sont les Américains eux-mêmes qui le reconnaissent. L'émergence de l'Inde et puis globalement le monde occidental essoufflé, l'Union européenne qui ne produit rien, et on pouvait imaginer que Donald Trump avait compris tout ça. En tout cas, pendant toute sa campagne, il avait donné des indices qu'il avait compris ça, puis il avait été au-delà de ça, il n'avait pas donné que, il n'avait pas montré qu'il avait compris juste la situation économique, politique, on va dire, mondiale. Il avait aussi montré, a priori, qu'il avait compris la situation des Américains, qui voulaient qu'on se focalise sur les problèmes des Américains, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes d'éducation, qui ont des problèmes d'infrastructure. Et au tout début, quand il a pris le pouvoir, on a vu aussi, même contre toute attente, il avait réussi à placer des personnes qui étaient considérées comme sulfureuses par les médias dominants américains, comme Tulsi Gabbard, comme Kash Patel, comme Robert Kennedy Jr. Et donc, en plus de tout ça, donc, il avait donné les signes qu'il avait compris. Il avait mis en place des personnes qui étaient alignées sur une bonne partie de sa politique. Il avait donné quelques places à des néoconservateurs, c'est sûr, mais il avait globalement fait un peu un grand écart, mais il avait donné une place assez importante à des personnes alignées sur ce qu'il voulait. Et en plus, il avait gagné largement la voix, les élections, non seulement les élections avec les grands électeurs, mais la voix populaire, et il avait le Congrès. C'est-à-dire qu'il disposait de toutes les cartes en main pour mettre en place la politique pour laquelle il a été élu, la politique que les Américains voulaient qu'il mette en place. Et au tout début, il a signé des décrets présidentiels qui étaient assez intéressants. Il est revenu sur le wokisme. Il a dit qu'il voulait protéger ses frontières. Donc, il a rassuré sa base. Et ces derniers temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. On pourrait penser qu'il a été retourné, il a été repris en main. Quelque chose s'est passé à Washington. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi exactement. Mais tout d'un coup, Trump est en train de détricoter tout ce qu'il aurait pu faire. Et il est en train de redevenir un président américain comme les autres. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que les fameuses livraisons d'armes que les Américains sont, semble-t-il, prêts à faire, c'est les Européens qui vont les payer, c'est les pays de l'OTAN qui vont les payer. Et on nous parle notamment et en priorité d'armes défensives pour améliorer la défense, la DCA, la défense aérienne ukrainienne, puisque vous le savez, les dernières frappes russes ont eu des résultats absolument phénoménaux, et que le taux d'interception est en train de tomber de manière drastique côté ukrainien.
Alors on a notre ami Fabrice Ribert qui a publié une petite synthèse sur tout ça quant aux moyens qui peuvent être déployés. Et alors il nous dit que les Américains peuvent déployer au minimum une batterie de 2 à 4 lanceurs de patriotes dans des délais assez courts. Ensuite, ils pourraient déployer plus vraisemblablement, puisque Trump a parlé de 17 lanceurs, l'équivalent de 4 batteries, ce qui leur permettrait de protéger environ 3 ou 4 agglomérations, notamment Kiev, Odessa ou Lviv, puisque ce sont des points qui sont visés de manière assez régulière par les Russes. Et puis il y a des visions un peu plus délirantes, maximalistes, où on nous parle de 17 batteries, mais là ça signifierait que les Américains sont obligés d'en retirer sur des théâtres aussi névralgiques que la Corée du Sud, le Moyen-Orient ou l'Europe. Donc dans ces conditions-là, on voit bien que s'il y a une possibilité de mettre quelque chose en place assez rapidement dans ces 50 jours de délai, on est plutôt sur entre 1 à 4 batteries de patriotes. Et ça ne va pas changer la donne. Ça compliquera un petit peu plus le travail des Russes, et notamment pour les Kinjal, les Iskander, les calibres, mais ce ne sera pas un moyen de rendre le ciel ukrainien imperméable à toute pénétration de la part à la fois des drones ou des missiles russes. Alors ce qui est très intéressant donc dans cette affaire, c'est que ce n'est plus sous le système pré-buy américain que ces missiles seraient fournis à Kiev et ces lanceurs, c'est toutes ces batteries patriotes, mais ce serait parce que les pays de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN les achèteraient aux États-Unis pour eux les donner ou les donner sous conditions de crédit à l'Ukraine. Et on a déjà une faille dans cette belle annonce harmonieuse, c'est Madame Meloni et son gouvernement qui disent attention, nous on n'a pas les moyens financiers de faire ce genre de choses. Donc déjà l'Italie dit nous on participera pas à l'achat de ces matériels au profit de l'Ukraine. Et on peut s'attendre à ce que d'autres gouvernements, je pense notamment aux Slovaques, je pense aux Hongrois, et peut-être même les Polonais pourraient dire non, nous non plus, on va pas participer à l'achat de ce genre de choses, on préfère acheter. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit prêt de voir des boots, des American boots on the ground, donc des petits soldats américains sur le sol ukrainien. Je pense qu'on en est très loin. Et je pense que même les Européens, au bout d'un moment, vont être obligés, si l'avancée russe devient de plus en plus claire, et même si elle devenait de plus en plus impressionnante et décisive pour le sort de l'Ukraine, je doute que les Européens ne finissent pas par comprendre qu'ils ne doivent pas mettre un pied en tant que force officielle sur le territoire ukrainien, parce que c'est la ligne rouge russe, et là, ça risque de très très mal se passer. Voilà. Je renvoie à un article qui a été publié cette semaine par l'historien Audouin Rouzot, qui est un des spécialistes français de la Première Guerre mondiale, et qui dit que, alors qu'il a toujours soutenu la cause de l'Ukraine, on peut pas lui enlever cette constance, qui nous dit, voilà, on est dans un aveuglement au sujet de la défaite de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître que nous avons perdu en Ukraine, parce que il le dit, cette absence d'aveu de reconnaissance de la défaite de la part de l'Occident en Ukraine, c'est parce que c'est d'abord non pas simplement la défaite de l'Ukraine, mais la défaite de tout l'Occident européen. Trump est en train de perdre sa base, c'est-à-dire que même son média True Social, dans les dernières saillies trumpistes, eh bien, une majorité de commentaires sont négatifs sur son propre média social. Et exactement, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'il avait promis. Et Trump aujourd'hui, au lieu de réfléchir en homme politique avisé, qui n'a quand même pas envie de perdre sa base, même si légalement aujourd'hui Trump ne peut pas se représenter, parce qu'un président américain n'a pas le droit de se représenter 3 fois à la présidence, aujourd'hui il est clairement en train de savonner la planche de tout son mouvement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est clair que, et ça on le savait, Trump n'est pas l'homme politique idéal, c'est pas un stratège, c'est quelqu'un qui est même pendant sa campagne, et je l'avais dit, on a été plusieurs à l'avoir dit, se trompait, mentait, était un peu perdu dans ses dossiers, il les maîtrisait pas, mais il incarnait quelque chose pour les Américains, il incarnait l'homme qui avait
du charisme, l'homme d'affaires qui était tombé, qui était remonté, et puis l'oligarque qui s'était fait la voix du peuple. Donc il y avait un peu cette histoire de romance, cette histoire belle, on pourrait presque dire, entre cet homme politique qui avait faim de comprendre ce qui étaient les affres du peuple américain. Et c'est amusant parce qu'on aurait pu croire, et même des mouvements de gauche, des mouvements anti-Trump, se sont rendus compte à quel point cette base MAGA, quand elle disait qu'elle était anti-guerre, elle était foncièrement anti-guerre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, même dans ces médias anti-Trump, bah oui, mais comme toujours, la droite va prendre le pouvoir, elle va faire la guerre, ce sont des néoconservateurs, ils ne savent que faire que ça. Non, les retours que Trump a eus suite à cette intervention en Iran ont été catastrophiques pour l'ensemble du mouvement Trump. Et quelques-uns des plus grands, on va dire, des plus grandes attaques contre Trump viennent de son propre camp. Et au contraire, ce sont les démocrates, ce sont les néoconservateurs qui ont tout fait pour qu'il ne soit pas élu, qui le courtisent en ce moment, qui ne cesse de louer. Lindsey Graham dit qu'il est tellement heureux d'être américain aujourd'hui et d'avoir un président comme Donald Trump, parce qu'évidemment, maintenant, Donald Trump tient un discours qui est beaucoup plus ferme contre la Russie, qui est très ferme vis-à-vis de l'Union européenne, qui est en plus très en faveur de ce fameux complexe militaro-industriel qui est pour l'instant un des grands gagnants des dernières déclarations de Donald Trump. Alors, parallèlement à ça, on a les grandes déclarations concomitantes d'Emmanuel Macron et du général Burkhardt sur donc le chef d'état-major de l'armée française, sur le fait que la Russie aurait déclaré, Poutine aurait déclaré que la France, l'Europe était la cible numéro 1 de la Russie demain. Alors là, on nage en plein délire puisque donc personne n'a trouvé les déclarations dont parle le général Burkhardt. C'est un peu dommage pour lui quand même de s'être mouillé à ce point. On a l'impression qu'il a voulu nous faire un Colin Powell de bas niveau en nous annonçant ça. Oui, c'est Vladimir Poutine qui le dit. Vladimir Poutine, tout le monde a épluché ses déclarations. Il n'a jamais annoncé que la France et l'Union européenne ou l'Europe étaient l'ennemi de la Russie. Et ce qui est remarquable, c'est que Jean-Dominique Merchet, qui est pourtant d'habitude le premier à répéter à l'envi ce que déclarent les gens de l'Institute for the Study of War de Madame Kagan, sur le plateau d'LCI ou sur son blog sur le magazine L'Opinion, eh bien même lui est venu dire attention, là c'est du mensonge complet, jamais Vladimir Poutine ni la diplomatie russe n'a fait de telles affirmations, il a jamais été question de dire que l'Europe et la France étaient l'ennemi numéro 1 de la Russie. Donc tout ça c'est du bidon. Ça correspond donc derrière aux annonces d'Emmanuel Macron sur le renforcement du budget de la défense français. Alors une fois encore, il faut être très clair, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension, nous sommes favorables au fait que le budget de la défense en France soit rehaussé, réévalué, parce qu'effectivement nos forces armées ne sont pas dans une situation enviable et qu'il y a plein de problèmes, que ce soit, on en a parlé sur le nombre de nos chars Leclerc qui sont opérationnels, que ce soit sur notre approvisionnement en munitions au niveau de l'artillerie, que ce soit sur les armes individuelles, les armes de poing de petit calibre, puisque les gens qui aujourd'hui vous disent il faut réarmer sont ceux qui ont abandonné notre souveraineté, notamment dans ce domaine, puisqu'on se fournit maintenant chez Elkeren-Koch en Allemagne pour nos fusils d'assaut. Et idem pour nos munitions, alors qu'on avait tous les savoir-faire en France. Donc ce qui est problématique, ce n'est pas de dire qu'il faut rehausser notre budget de défense nationale, c'est de le faire dans ces conditions et par les mêmes gens qui ont détruit notre industrie d'armement pied à pied depuis plus de 30 ans, depuis la fin de la guerre froide. Donc c'est pas les incendiaires qui vont devenir demain les pompiers pyromanes. On connaît, on n'en a pas besoin. Et c'est certainement pas en nous agitant un chiffon rouge d'une hypothétique et fantasmagorique menace russe qu'il va falloir mobiliser notre industrie pour relancer notre industrie de défense. C'est pas possible. Et moderniser nos forces armées et répondre aux nécessités que la guerre en Ukraine vient de souligner, notamment en termes, je le disais, de quantité de munitions, de drones, etc. C'est certainement pas ces gens-là qui sont les responsables de l'effondrement de notre puissance militaire qui vont être capables de la redresser. Et surtout pas sous ce prétexte fallacieux.
Et comme je n'ai cessé de le dire avec les grands plans de Madame van der Leyen au niveau européen, tout ça n'a que un seul but réel, nous faire les poches en vidant l'épargne des Français et certainement pas en relançant correctement notre industrie de défense de manière cohérente, intelligente, avec une vraie vision stratégique. Hein. Alors, sur le terrain, bon, clairement la guerre des drones qu'on a cru voir l'Ukraine gagner pendant quelque temps est en passe d'être perdue par l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les intercepteurs ukrainiens non seulement ne sont pas assez nombreux, de l'aveu même des officiers ukrainiens, mais qu'il en faut à peu près 5 pour descendre un drone géant de jour, parce que de nuit il en faut 10, et que quand même cette gamme d'intercepteurs coûte de 2000 à 4000 dollars pièce. Donc rien que pour la dernière salve de drones, juste les drones, raid russe sur Kiev, il aurait fallu dépenser plus de 15 millions de dollars, parce qu'il y en avait à peu près 400 de drones gérants. Donc, si vous voulez, c'est un combat complètement déséquilibré, au détriment des Ukrainiens. Et puis les intercepteurs peuvent encore moins shooter les missiles russes, enfin descendre les missiles russes, notamment les Kinjal évidemment, et ça aussi ce sont les officiers ukrainiens qui en conviennent. Même les patriotes, les quelques derniers que peut avoir encore l'Ukraine, et qui sont pourtant des dernières versions, c'est-à-dire celles susceptibles de descendre des missiles hypersoniques, n'y arrive pas. Alors on va démarrer par la journée du 15 et par le secteur de Toretsk, puisque comme vous pouvez le voir, donc vous le savez, à l'ouest de Toretsk, il y a une poche ukrainienne dans laquelle nous ne savons toujours pas combien se trouve de soldats ukrainiens. Et bien dans cette poche, les Russes avant-hier ont annoncé la conquête du village de Petrovka, ce qui fait qu'il y a encore moins de terrain à défendre côté ukrainien, mais qu'on continue de s'y retrancher de manière tout à fait inutile, puisque ça n'a pas d'importance ni tactique ni stratégique de tenir cette poche à feu. Comme on l'indique sur la carte, il reste 2,2 km au maximum pour quitter cette poche en étant sous les feux de toutes les armes d'appui russes, des drones, de l'artillerie, des mortiers, et qu'on ne voit pas à quoi ça sert de s'entêter dans ce secteur alors qu'on risque à tout moment d'être coupé et de ne plus pouvoir en sortir, puisque je rappelle que d'un côté vous avez les lignes russes, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran et puis de la carte, et puis sur la partie gauche, eh bien vous avez un grand réservoir, donc c'est pas en traversant à la nage que vous allez sauver vos soldats. Donc on ne comprend toujours pas la tactique employée par les Ukrainiens dans ce secteur, et ce n'est pas pour renforcer ou créer de nouveaux réseaux de défense plus au nord, puisque la zone plus au nord est celle de Konstantinivka et qu'elle est remarquablement fortifiée depuis plusieurs années. Voilà, Trump peut bien en promettre 10 nouveaux. Est-ce que c'est des batteries? Est-ce que c'est des missiles? De toute façon, c'est dérisoire par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir un impact dirimant sur le cours du conflit et pour essayer de renverser la vapeur. L'Ukraine n'est pas en état, ni en hommes, ni en matériel, et l'Europe, ni les États-Unis ne sont, ni ne seront en état de pouvoir l'emporter militairement sur la Russie. Ce qu'on peut faire, c'est un long conflit lourd, sacrificiel en fait de ce pays, pour espérer user, abîmer les forces russes et surtout le pouvoir russe de l'épouvantable homme des neiges qu'est Vladimir Poutine. On va entendre un acteur politique très important. Vous êtes avec nous, Jérémy Steen, monsieur le sénateur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rochepin. Je suis ravi d'être avec vous parmi les bayous de la Louisiane. Merci beaucoup. Vous êtes, Jérémy Steen, sénateur de Louisiane. Vous êtes républicain. Vous faites partie de cette majorité du président Trump républicaine. Est-ce que vous dites ce soir que la pression va monter, militaire aussi, sur la Russie si la Russie ne respecte pas l'ultimatum de 50 jours que le président Trump lui a donné ?
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, on veut la paix. Nous, les Américains, les États-Unis, d'ailleurs, tout le monde, on veut la paix. Alors, le problème, c'est que Poutine, M. Poutine, c'est un voyou. C'est un thug, comme on dit aux États-Unis. Et on commence à perdre beaucoup de patience avec ce mec-là, avec ce thug. Comme j'ai dit, c'est un voyou. Dès que Trump raccroche le téléphone, il commence à bombarder l'Ukraine et c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand un voyou a un arme dans sa main? Il faut couper la main. Et pour Poutine, la main, c'est l'argent du pétrole. 40% de son Pays-Bas, ça vient du pétrole. Il finance la guerre avec du pétrole. Comme vous savez, on a déjà des sanctions contre la Russie, mais il faut aller plus loin avec des sanctions secondaires avec les autres pays. Vous utilisez un mot très fort, un thug, quoi, racaille, voyou. Thug, racaille, voyou, vraiment une crapule, voilà. Quoi, quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Moi, je suis frappé parce que vous savez, le préjugé qu'on entend beaucoup en Europe de l'Ouest, c'est que vous, les républicains, trumpistes, vous avez de l'indulgence pour Poutine. Vous ne montrez pas de l'indulgence ce soir. Non, parce qu'on en a marre. C'est très simple. C'est un mec qui respecte. Il est en train de humilier Trump. Il est en train de humilier les États-Unis. Dès Poutine est au téléphone avec Trump, il dit oui, je vais arrêter. Non, il s'arrête pas. Il fait des bombardements à Kiev, à Ukraine, et c'est inacceptable, comme j'ai dit. Alors, avec les sanctions secondaires. Si l'Inde, Chine, n'importe quel pays, si il fait des affaires avec la Russie, il peut pas faire les affaires avec nous et on va couper du monde fiscal, de notre système mondial du dollar. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, would be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. One more. Senator Shaheen. Thank you. Thank you. Il semblerait qu'ils veulent faire d'une pierre plusieurs coups, la guerre commerciale. Tout est bon, tout y passe. C'est une attaque tous azimuts. Oui, Donald Trump n'a pas de stratégie. Et ça, c'est inquiétant quand même. C'est-à-dire que j'ai parlé il y a quelques instants du Canada, du Groenland. Il n'en parle plus. Il est arrivé avec ses projets sortis du chapeau. Là, maintenant, il dit il a un ultimatum qu'il applique à la Russie de 50 jours. Pour accepter un plan de paix, et sinon il va s'attaquer aux partenaires de la Russie, appliquer 100% de droits de douane et appliquer aussi des droits de douane aux pays qui font du commerce avec la Russie, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, et c'est-à-dire aussi 85% des pays qui représentent 85-84% de la population mondiale. Donc il va appliquer des sanctions à tout le monde et aussi et surtout à des très grandes nations qui représentent plus de 1 milliard d'habitants. Donc, on se demande vraiment comment ça va se passer à un moment où ils se vantent d'avoir des relations apaisées avec Xi Jinping en Chine et qu'il essaie de négocier un accord avec eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il négocie des accords avec la Chine et puis après, tout dans la foulée, il menace la Chine indirectement d'appliquer des sanctions parce que la Chine, aujourd'hui, importe des hydrocarbures russes. Et la Chine ne va pas arrêter parce qu'elle a besoin de ces hydrocarbures de bonne qualité et bon marché pour faire fonctionner son économie. Donc là, c'est inquiétant parce qu'on se demande vraiment dans quelle direction il va, qu'est-ce qu'il va faire. Vous avez comme une personne comme Lindsey Graham, le fameux néoconservateur qui a remplacé largement John McCain, décédé, et qui aujourd'hui dit que si la Russie veut savoir ce qui va se passer à la 51e journée, Poutine n'a qu'à s'adresser à l'ayatollah, donc Khamenei en Iran, pour savoir ce qui va lui arriver. Sous-entendu, on va vous bombarder.
Donc les Russes continuent aussi d'avancer dans cette zone, dans le secteur d'Alexandro-Kalinové. Ils poursuivent également dans le rectangle orange leur progression vers le nord avec enfin une petite avancée qui les amène à combattre désormais pour le village de Rusignar dans lequel ils essayent d'entrer depuis plusieurs semaines. J'ai souligné le village de Poltavka qui est l'objet également d'assauts répétés de l'armée russe mais dans lequel les Russes ne sont toujours pas parvenus à prendre pied, contrairement donc à Rusignar. Et puis le point le plus important du développement de l'avancée russe, c'est bien évidemment à l'ouest de ce saillant entre Konstantinovka et Pokrovsk-Mirnograd, où on voit chaque semaine, chaque jour, les positions russes gagner du terrain vers l'ouest. Là, vous le voyez, c'est dans le secteur du village de Tchernovy-Liman, où les Russes approchent de plus en plus de ce village. Donc c'est la zone en jaune orangé. Et puis vous avez des combats pour les villages alentours, Fedorovka, l'autre c'est Boykivka. Donc vous voyez que les forces russes continuent d'étendre leur progression vers l'ouest avec pour objectif de conquérir la zone au nord de Mirnograd puis de Pokrovsk pour couper toutes les voies d'approvisionnement des garnisons de ces deux villes et comme d'habitude les contraindre soit à faire Cameron, donc à résister jusqu'au dernier homme, soit à tenter de sortir sous les feux de l'artillerie et des drones russes, soit, autre hypothèse, de se rendre, ce qui est quand même toujours envisageable puisque ça a eu lieu il y a quelques mois maintenant. Well, I think it's very important to know, first of all, kind of the days of the United States sending unlimited taxpayer dollars to defend Ukraine are over. President Trump has made a very smart decision and an agreement with NATO, which says Europe and Canada will pay for the weapons. The United States will manufacture them. Obviously, we make the best weapons systems in the world, and everyone wants them, and we're going to prioritize those going to Ukraine. And what this says also to Vladimir Putin, I think, is very loud and clear, which is, we've given you a chance for peace. President Trump is a peacemaker, but if you want war, we will arm Ukraine, and Europe will pay for it. And it's actually, I think, a great step in ultimately bringing this war to a conclusion, to an end. In the last 18 months, Russia has gained about 1% of Ukrainian land. I mean, they're making no success. They're losing thousands of soldiers every single day, and way too many, private citizens in Ukraine and the big cities are being injured. So I think this is a great next step in finally ending this war. But again, if Vladimir Putin wants to continue to fight on the battlefields of Ukraine, the United States of America will sell Europe armaments so that they can be used by Ukraine to defend themselves. Le dernier truc, voilà, qu'ont trouvé les Américains, là, qui sont dans une phase de vouloir se montrer dur face à la Russie et menaçant, n'est-ce pas, au-delà des droits de douane de 100%, c'est l'idée de livrer, en fait, de faire acheter par les Européens, des armements américains, comme ça leur coûte rien, ça leur rapporte, de les faire livrer à l'OTAN, et l'OTAN les donnerait à l'Ukraine. Voilà. Ça, c'est du pur délire, évidemment, ça ne trompe personne, et certainement pas Moscou, mais en revanche, ça donne une claire image de ce qu'est l'autonomie stratégique européenne. Parce que si les Européens en sont réduits à acheter des armes que donc eux ne produisent pas, ils ne sont pas prêts de produire, aux États-Unis, qui eux-mêmes ont des stocks qui se vident un peu, mais qui sont beaucoup plus fournis quand même que ceux des Européens, s'ils en sont réduits à acheter ces armes aux Américains pour les fournir aux Ukrainiens qu'ils souhaitent aider, je vous laisse imaginer le niveau d'autonomie stratégique. Voilà, c'est juste, c'est la preuve par A plus B qu'on raconte n'importe quoi aux populations, aux États d'ailleurs, et qu'on se raconte, surtout qu'on se raconte des bobards. Le secteur de Pokrovsk est soumis à des attaques directes, notamment dans le rectangle jaune, vous le voyez, puisque les Russes ont maintenant pénétré le village de Novo-Ukrainka,
que des attaques sont toujours menées un peu plus au nord-ouest de ce secteur pour se rapprocher de Pokrovsk. Le but, c'est de mettre la pression sur les défenseurs directement de la ville. Ensuite, vous avez le secteur que j'ai encadré avec du rouge en gros pointillé d'Oudachné, ou Dachnoye en russe, où là encore, donc le village est partiellement conquis par l'armée russe. L'objectif, on l'a répété depuis 6 mois, c'est de couper la voie ferrée et la route qui relie Pavlovgrad à Pokrovsk dans cette zone. Et les Russes, là, viennent de reconquérir du terrain, vous le voyez dans la zone en jaune orangé, donc au sud-ouest d'Oudachnoye, pour élargir leur emprise au niveau de ce village, et ensuite probablement progresser vers les villages voisins un peu plus à l'ouest. Et puis ensuite, donc dans ce qui est encadré en orangé, vous avez encore une tentative des Russes d'aller cette fois-ci plein ouest, en direction de Novopavlovka, pour continuer de mettre la pression et surtout d'élargir la base de ce saillant pour éloigner les drones ukrainiens de 2 ou 3 axes routiers. Il n'y a que 2 ou 3 axes routiers dans cette zone côté russe qui permettent l'acheminement de la logistique et des renforts. Et donc plus ce saillant s'élargit, plus la logistique est entre guillemets protégée des attaques menées par les dronistes ukrainiens. On sait que ça a été un atout clé pour les Ukrainiens pour freiner la progression russe dans ce secteur au cours de l'hiver, et donc c'est pour ça que les Russes tentent sans arrêt non seulement bien sûr de mettre la pression sur Pokrovsk, mais aussi d'étendre le saillant vers l'ouest pour repousser le plus loin possible les Ukrainiens de leurs axes logistiques de première ligne. Il y a des chaudrons à certains endroits, comme on dit, c'est-à-dire en fait des endroits où les forces ukrainiennes sont retenues, encerclées et en mauvaise posture, notamment à Kupiansk. Les Russes avancent aussi dans l'oblast de Dniepropetrovsk, ils avancent à Soumy. Le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Syrski, a dit qu'il avait l'intention, parce que pour plaire probablement à Zelensky qui en a parlé aussi, il avait l'intention de revenir à Koursk et à Belgorod, donc en Russie. Là aussi, on se demande, mais à quoi peuvent bien penser ces chefs militaires ukrainiens? Ils se sont pris une tollée magistrale à Koursk, ça a mis le temps, mais ça s'est fait. Ils ont pris des dizaines et des dizaines de milliers de morts, mais non, on veut y retourner. Donc si vous voulez, c'est là qu'on voit que du côté ukrainien et du côté des soutiens à l'Ukraine, il y a une dimension narrative, une dimension utopique, une dimension vraiment, oui, de pur récit, si vous voulez, qui fait faire des folies sur le terrain, mais qui vise à maintenir l'image d'une Ukraine non seulement capable de se défendre, mais capable de gagner, et donc digne d'être soutenue. Le secteur de Novopavlovka, vous avez en pointillé sur la carte en blanc la limite administrative entre l'oblast de Dniepropetrovsk et l'oblast de Donetsk, et là encore, vous voyez que les Russes continuent leur progression nord-nord-ouest en direction de Novopavlovka. Là, ils ont pris le contrôle complet du village de Novogatskoye. Les combats sont un peu moins violent par rapport au nombre de pertes revendiquées par les Russes, puisque là on parle de 200 morts côté ukrainien, un véhicule blindé, 9 véhicules à moteur, une pièce d'artillerie et une station de guerre électronique, alors soit de brouillage, soit de transmission, etc. Ça reste à déterminer, mais on voit que c'est un axe d'effort tactique secondaire de l'axe d'effort opératif principal du Schwerpunkt principal russe qui lui se situe entre Konstantinovka et Pokrovsk depuis maintenant plusieurs mois et sur lequel les Russes ne cessent de faire des progrès. C'est vendu à nos populations. Pourquoi? Pour leur faire admettre qu'il va falloir dépenser encore des milliards que nous n'avons pas pour être en posture de force et de résistance adaptée face à une menace russe qui n'existe pas plus. Enfin, si vous voulez, c'est... Voilà, on rentre dans la mythologie, dans le conte, en fait, qu'on se raconte depuis des années maintenant.
En tout cas, Zelensky donc veut montrer que son armée tient le choc, alors qu'ils se font toujours tuer par milliers par semaine par la partie russe, qui elle perd de moins en moins d'hommes, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Les États-Unis ne pourront pas remplacer au rythme nécessaire les armements que l'Ukraine brûle, encore moins les hommes. Le combat donc se poursuit en fait, mais à l'avantage clair de la Russie dans le Donbass, parce que les Russes sont en fait en train de casser la dernière ligne du nord au sud, si vous voulez, de défense ukrainienne. Et derrière, rien ne les arrêtera pour se projeter vers l'ouest de l'Ukraine, vers lequel ils ne veulent pas aller, mais vers lequel on les pousse, puisqu'on ne fait rien pour arrêter les frais et le massacre. Bonjour, nous sommes le 14 juillet. Le 14 juillet, à Bruxelles, on travaille. Vous savez, ici au Parlement européen, là, qui se veut le Parlement des nations, en réalité, la seule fête qu'on célèbre, c'est la fête nationale belge. Mais au-delà de cette boutade, ce 14 juillet, on est en train de jouer un coup tordu pour une partie de notre économie et particulièrement les agriculteurs. Vous vous souvenez, avant dans les gares, il y avait un train peut en cacher un autre. On parle beaucoup du Mercosur, et à juste titre. Cet accord est extrêmement dangereux pour notre agriculture. Mais aujourd'hui, 14 juillet, on vient de discuter en commission de commerce international de l'accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Ukraine. C'est-à-dire que, sans le dire, on avance à marche forcée vers l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et un beau matin, on se réveillera, on nous dira « mais il n'y a plus que le traité à ratifier parce que dans les faits, tout est déjà réalisé ». Or, ce fameux accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Ukraine, c'est quoi? C'est purement et simplement l'ouverture des frontières de l'Union européenne en large à toute l'agriculture ukrainienne. De temps en temps, il y a des quotas. Alors on nous dit oui, mais désormais, les Ukrainiens se sont engagés à respecter les normes phytosanitaires. Soyons sérieux, en pleine guerre, qui peut croire que ce pays va les vérifier? Voilà, et donc, je tire une sonnette d'alarme et je m'adresse à tous les agriculteurs. Attention, ce 14 juillet, on vous a joué un coup de jarnac. Personne ne vous en parle. On regarde le défilé à Paris, mais ici, à Bruxelles, on avance à grands pas vers l'intégration de l'agriculture ukrainienne dans l'agriculture européenne. Ce 14 juillet, on joue vraiment un mauvais coup à notre agriculture. Pour la première fois, Xavier, on va l'écouter ensemble, le Kremlin a réagi à cet ultimatum des 50 jours qui a été posé par Trump. On avait l'impression que dans cette réaction, il fallait lire du « on n'en a rien à faire » de la part des Russes, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, on va en reparler juste après. On écoute M. Lavrov. Nous voulons comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration sur les 50 jours. Auparavant, il s'agissait de 24 heures, puis de 100 jours. Nous sommes tous passés par là, et nous voulons vraiment savoir ce qui motive le président des États-Unis. Il est clair qu'il subit une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et des dirigeants de l'OTAN qui soutiennent imprudemment les demandes de Zelensky de continuer à lui fournir des armes, y compris des armes offensives, au prix de dommages de plus en plus importants pour les contribuables des pays occidentaux. Et cette base MAGA, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité de nuisance. On le voit déjà à la Chambre des représentants avec derrière Thomas Massie, mais également Marjorie Taylor Greene, qui sont qui ont été quelques-uns des premiers à créer le mouvement MAGA, en tout cas qui l'incarnent aujourd'hui, qui veulent en savoir plus sur l'affaire Epstein, qui veulent lutter contre qui ont lutté contre la Big Beautiful Bill de Trump qui a été validé, hein, qui a été signé et approuvé, et qui va endetter les États-Unis de quasiment de 5 000 milliards de dollars supplémentaires, dont plus de 150 pour la défense. Donc, on a un homme de paix qui est au pouvoir et qui augmente le budget de la défense, qui va dépasser les 1 000 milliards de dollars, qui oblige les membres de l'OTAN à hausser leur niveau de dépenses à hauteur de 5% de leur PIB. Et donc, du coup, c'est clairement un homme, une colombe qui dévoile sa nature de faucon. Et cette base MAGA, elle, aujourd'hui, elle va être amenée à voter lors des prochains midterms, des élections de mars de l'année prochaine. Et il est fort à parier que dans les urnes, elle va sanctionner les candidats. C'est-à-dire que, les candidats républicains
ou qui se diraient MAGA, ce qui veut dire que Trump, après, perdrait cet avantage au Congrès. Donc, tout ce qui est néoconservateur, tout ce qui est pour la guerre passerait, parce que du coup, républicains et démocrates un peu sont les deux faces de la même pièce, comme nous l'avait dit Helen Keller au début du XXe siècle. Mais sur tous les sujets sociétaux, tous les sujets America First, l'Amérique d'abord, eh bien, Trump ne ferait plus rien passer. Et évidemment, là, à la fin de sa campagne, il y aura pas le candidat qui devrait endosser l'héritage Trump aura bien du mal. Et je plains le pauvre J.D. Vance aujourd'hui, ou peut-être un Marco Rubio qui se disait que dans 3 ans, l'heure était venue pour prendre la suite. Eh bien, ça va être extrêmement compliqué avec ce que Trump est en train de faire à son propre mouvement. Alors, pendant ce temps, sur le front politique, il y a 2 choses dont il faut que je parle. C'est, que le chef du renseignement militaire ukrainien, Boudanov, qui est réputé pour être un être assez froid et renfermé, aurait créé un parti et donc aurait des ambitions. Alors, pas directement, bien sûr, avec une façade de réseau d'associations de vétérans, dirigé par son porte-parole, Andrei Youssov. Bon, ça c'est une première chose. Est-ce qu'il est forcément poussé par certains occidentaux? Il faudrait savoir lesquels, peut-être les Britanniques, peut-être pense-t-il que Zaloujny, ça ne marchera pas. Bon, voilà. Et puis deuxièmement, il y a des rumeurs quand même assez insistantes d'exil possible de Zelensky qui quitterait Kiev. C'est plus que des rumeurs en fait. Et donc, en fait, c'est venu d'un commentateur ukrainien qui a dit avoir été contacté par des officiels ukrainiens dont qu'il estime tout à fait fiables, qui lui auraient remis des documents où étaient envisagés, mais enfin c'est assez logique tout ça, hein, des scénarios de relocalisation en fait du gouvernement de Kiev, puisque les frappes sur Kiev se multiplient et si ça continue, la Russie pourrait prendre Kiev. Bon. Alors donc il y aurait des scénarios à l'étude, il y aurait bien sûr un soutien pour cette relocalisation des Britanniques, des Allemands, des Français, peut-être sous forme d'un soutien militaire à cette, je dirais pas cette évasion, mais ce déplacement. Hein. Voilà, l'idée c'est d'aller vers Lviv, hein, vers Lvov. Bon. Et puis après, peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire de quitter l'Ukraine si ça devenait nécessaire pour, eh bien, je sais pas, un endroit en France, pourquoi pas, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne. Alors, ça veut dire que les forces russes vont avancer de plus en plus vers l'ouest, et effectivement, bientôt plus rien ne s'y opposera. Ce n'est pas ce qu'elle souhaitait, puisque l'ouest de l'Ukraine est la partie la plus nationaliste, la plus ukraino-ukrainienne, si vous voulez, et occidentalo-centrée du pays, et donc anti-russe, hein, forcené. Donc c'est un scénario fou, idiot, inutile en fait pour les Russes, comme pour l'OTAN d'ailleurs. C'est vraiment continuer d'aller le plus possible d'un choc. Bon, ce qui est certain, c'est que quels que soient ces scénarios, quelle que soit leur probabilité d'exécution, etc., Zelensky, ce qui l'intéresse, c'est évidemment de garder le contrôle sur un certain nombre de choses. D'abord le fric, l'argent, parce que l'argent, c'est le contrôle sur ce qu'il y a autour de lui, sur les gens. Et donc sur sa sécurité, voilà, sur les gens qui pourraient éventuellement lui trouver une espérance de vie trop longue. Donc s'accrocher aux attributs de l'État ukrainien, s'accrocher au siège aux Nations Unies, s'accrocher donc au flot d'argent, s'accrocher aux représentations diplomatiques, s'accrocher aux médias, s'accrocher à l'armée, s'accrocher à tout ce qui fait qu'on peut encore dire qu'il est le chef de cet État. L'Union européenne a échoué pour la 2e fois à approuver un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. La Slovaquie a opposé son veto à une tentative d'adoption des sanctions lors d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'UE, mais Malte s'y a opposé. Le gouvernement slovaque exige des garanties qu'il ne sera pas lésé par un autre plan de l'Union européenne visant à éliminer progressivement le gaz russe d'ici à la fin de 2027. La Slovaquie ne peut pas opposer son veto au plan de l'UE,
visant à s'éloigner des approvisionnements en gaz russe. L'adoption de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie nécessitera un vote unanime des États membres de l'UE. Il s'agirait du 18e paquet de mesures prises par l'Union européenne à l'encontre de la Russie depuis que le conflit avec l'Ukraine a éclaté en 2022. Les Russes l'ont déjà dit, ou l'ont fait dire par certains de leurs responsables, Vladimir Poutine l'a fait dire par certains de ses responsables, ils sont en passe de contrôler 4 oblasts, mais ils peuvent aussi en contrôler 8, c'est-à-dire la ligne d'après, hein, dans la distribution géographique des oblasts en Ukraine, donc Kharkov, Dniepropetrovsk, Soumy, Odessa, dans le désordre. Et à la fin, voilà, les Américains n'iront pas, évidemment, et les Européens auront du mal à y aller sans les Américains. Les Britanniques l'ont clairement dit, d'ailleurs, ils ne le feraient pas. Bon. Donc, voilà où nous en sommes. La Russie va finir par prendre Kiev, va finir par faire son changement de régime à elle, hein, maintenant, avec tous les précédents qu'il y a. Bon, et peut-être qu'on arrivera à la prophétie autoréalisatrice que nous faisons tout pour installer, pour faire advenir, c'est-à-dire que, eh bien, Moscou n'aura d'autre choix que d'aller très très loin dans le territoire de l'ancienne Ukraine. Puisque tous nos responsables, en fait, européens et occidentaux, gobent leur propre propagande. C'est un commandant de la force aérienne de combat, il parle de malentendus. Marco Rubio. Oui, c'est quand même un nouveau camouflet à Donald Trump de la part de Netanyahou, puisque, comme vous le savez, Donald Trump et ses représentants s'étaient engagés, ont donné des gages au chef de l'État syrien. Donald Trump est contre ces frappes. Et Donald Trump est contre. Donc c'est un nouveau camouflet de Netanyahou qui n'en fait qu'à sa tête. Et moi, vous savez, cette politique israélienne au Moyen-Orient, ça me fait penser à la fameuse phrase de Bernard Blier dans les tontons flingueurs, éparpillés façon puzzle, hein, c'est-à-dire on sème le chaos partout. Et dans l'affaire de la Syrie, on voit bien que la Syrie était engagée dans un processus de réunification, de recomposition d'un État qui tienne debout, oui, mais des violences quand même, d'intégration des communautés, et que clairement, comme il vient d'être dit, ça ne plaît pas du tout à Israël qui ne veut pas. C'est des communautés qui sont aussi attaquées, c'est-à-dire il y a eu des Druzes, des civils qui ont été tués. Il est évident que dans un processus de réunification comme il était en train de se passer, il est évident qu'il y a des conflits entre les communautés, des problèmes confessionnels entre les deux religions. Donc voilà, donc c'est vraiment un processus qui est compliqué, qui est long, qui est dangereux, et voilà. Et Israël, une fois de plus, appuie là où ça fait mal, et donc sème le chaos une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas d'un État syrien constitué et fort à sa frontière. Et pourtant, Israël a participé à la chute de Bachar el-Assad. Oui, mais bon, manifestement, elle ne veut pas. Elle veut garder le contrôle de la situation. Donc, c'est en semant le chaos, elle garde le contrôle de la situation. Elle a déjà, vous savez, elle est déjà rentrée dans des villages du Golan, des villages syriens. Donc, elle a commencé une occupation du sud de la Syrie. Donc, manifestement, voilà, elle veut prendre le contrôle politique, évidemment militaire, de la Syrie. La situation s'est envenimée en Syrie ces 72 dernières heures, notamment, donc vous allez voir ça sur la carte, dans le sud du pays, dans la région de Soueda, qui est donc un fief de la communauté druze. On a eu des accrochages entre la nouvelle armée syrienne de Monsieur Al-Shara, anciennement Al-Joulani, hein, donc ce sont des gens qui certes font désormais partie des forces armées régulières syriennes, mais qui sont tous pour majorité d'anciens membres d'Hayat Tahrir al-Sham, donc les fameux djihadistes chers au cœur de Monsieur Fabius. Et tout ça a abouti pour je vais dire, je l'espère, la seconde fois, à des accrochages avec la communauté druze. On en avait déjà eu au printemps dernier. Et là, ça a été des véritables affrontements. On a même eu ensuite des massacres de plusieurs dizaines au minimum de personnes dans la communauté druze, notamment dans l'hôpital national de la ville de Soueda. Il y a des images absolument abjectes qui ont été publiées sur les réseaux et notamment sur Telegram ces 48 dernières heures. Et ça a permis
Tout ça semble avoir fait au minimum 300 morts. Les chiffres sont encore en cours d'élaboration puisqu'on n'a pas encore pu comptabiliser, semble-t-il, toutes les victimes. Et ça a permis, comme annoncé, à Israël de mener plus de 200 frappes aériennes au cours des 48 dernières heures sur la Syrie, notamment hier sur Damas et sur le palais présidentiel et le quartier général de l'armée syrienne. Donc Tel Aviv avait prévenu au printemps dernier, puisqu'il y a beaucoup de Druzes également en Israël, que si Hayat Tahrir al-Sham poursuivait les accrochages, les massacres, les discriminations contre les Druzes, Israël s'autoriserait à frapper en Syrie pour faire cesser ces violations du respect le plus élémentaire des droits humains de la communauté druze, donc se présentant encore, pour ce qui concerne Netanyahou, comme un chevalier blanc à peu de frais. Et donc il y a eu 200 frappes aériennes minimum qui ont été menées par la chasse israélienne au cours des derniers jours. On nous a annoncé hier soir qu'Al-Joulani avait fui jusqu'à Idlib, dans son ancien fief. Alors ça reste il y a des canaux qui disent que non, il est resté à Damas. Enfin, voilà, ça reste à élucider encore ce matin. Le plus important, c'est ce que vous voyez sur la carte, donc avec le cher Youssef Jarbou, qui est un des principaux patrons de la communauté druze syrienne, qui annonce que un terrain d'entente a été trouvé avec le gouvernement syrien pour que les miliciens druzes restent armés et en responsabilité de la sécurité de toute la région autour de Soueida, et que les miliciens, les anciens miliciens d'Hayat Tahrir al-Sham quittent la région, et que ce soit les Druzes eux-mêmes qui assurent tout ce qui est police, constabulaire, et certainement pas les djihadistes qui ont participé et perpétré des massacres contre la population druze. Puisque vous le savez, Israël garde un côté un peu archaïque, hérité de l'Antiquité, avec la trifonctionnalité, qui fait que les prêtres ne participent pas à la défense, les prêtres et les religieux par extension, ne participent pas à la défense de la cité. Et donc là, face aux difficultés et aux nombreux fronts sur lesquels est engagée l'armée israélienne, eh bien, il est nécessaire de remodeler ce système de conscription pour y inclure une partie des jeunes religieux. Et le parti chasse est vent debout, comme d'autres, bien évidemment, contre cette proposition. Donc on va voir, parce que là du coup il y a encore une ouverture pendant quelques jours sur un éventuel compromis qui pourrait éviter que des élections législatives anticipées aient lieu, puisque Netanyahou perdrait sa majorité à la Knesset. Est-ce qu'il va réussir à retomber sur ses pieds? Est-ce que ces frappes le lui permettront? En Cisjordanie, on a toujours des exactions, et on en a de plus en plus, qui sont menées par les colons contre la population palestinienne, devant une armée et une police israélienne qui laissent faire quasiment en permanence. Ensuite, en ce qui concerne Gaza, il n'y a toujours pas d'acceptation des propositions américaines de cessez-le-feu de la part des Israéliens, qui font durer certainement pas le plaisir, mais qui font traîner les choses en longueur. Et puis on apprend par le biais de différentes enquêtes internationales qui ont été réalisées dans la bande de Gaza que le chiffre des 57 000 morts officiellement reconnu par les Nations Unies serait bien inférieur, comme on n'a pas arrêté de le dire sur cette chaîne, et qu'on aurait probablement plus de 100 000 morts ou disparus au sein de la population gazaoui, ce qui porterait à environ 4% de la population initiale le nombre de personnes tuées directement ou indirectement à cause des opérations militaires israéliennes depuis la mi-octobre 2023. Un moment d'histoire qui est en train de vivre le Sénégal. La dernière base militaire française du pays, en plein centre-ville de Dakar, est en train de repasser sous drapeau sénégalais. La cérémonie est en cours. Une page de 65 ans de présence militaire permanente tricolore qui se tourne. C'était une promesse de campagne du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui ferme ses portes aujourd'hui. Écoutez à Dakar, Eliman Ndao.
la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest. On peut même ajouter du centre. La France qui aura encore une base militaire sur le continent africain, mais sera à Djibouti. La France qui a, ces derniers mois, procédé à des restitutions de bases militaires déjà en Côte d'Ivoire et au Tchad. Et la France qui, selon une source militaire avec qui j'ai eu à échanger, est en train de procéder à une reconfiguration de son dispositif militaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une reconfiguration qui, selon cette source, était inéluctable au vu de la dynamique dans cette région du monde. La France, qui, je rappelle, a été obligé de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays du Sahel dirigés par des juntes militaires. Et il s'est posé, selon cette même source militaire, un problème de perception de cette présence militaire française, et d'où la décision, selon cette source, de revoir ce dispositif. Et c'est tombé avec l'arrivée au Sénégal des nouvelles autorités qui veulent plus de souveraineté militaire, d'où la restitution tout simplement de ces emprises militaires au Sénégal. Madame la ministre, hier, le Premier ministre s'est demandé, je le cite, « Quelle part suis-je prêt à prendre à notre avenir collectif ?» Eh bien, si M. Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que sa part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide. Parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument de la dette. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, mais là, il faut reconnaître une innovation, vous calculez la dette par seconde, c'est-à-dire que la dette française augmente de 5 000 € par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout, puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 € par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendie et tant d'autres. Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace, avec une année blanche qui va affecter tout le monde, mais où les seuls à s'en sortir sereinement seront encore et toujours les très hauts revenus et les super profits des entreprises, puisque leur contribution va reculer par rapport à l'année dernière. Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable, et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps. Parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits cons la mycoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman, dont vous m'avez dit, et dont vous avez dit aujourd'hui, Madame la Ministre, que ça va être comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, la réforme va faire partir tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de taxe Zuckman au Royaume-Uni. Donc sur quelle réforme vous basez et sur quelle étude? Parce qu'il y a une réforme qui est sortie cette année qui permet de faire rentrer les oligarques russes et les plus riches revenus étrangers installés à Londres dans le droit commun, et il n'y a pas de données fiscales aujourd'hui disponibles. Bon, sur quoi vous appelez? Parce que sinon, vous êtes juste une porte-parole des lobbies de milliardaires. Par contre, sur les impôts des Français, vous ne gênez pas, parce que dès l'année prochaine, si vous n'indexez pas l'impôt sur le revenu sur l'inflation, les impôts vont augmenter pour les contribuables. Enfin, je finis très rapidement là-dessus, sur les 2 jours fériés. Je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée, pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.